deux mots que je devrais retenir pour le vécu de cette crise, c'est effectivement plutôt le début que la fin, mais c'est la soudaineté et, j'oserais dire, l'isolement. Si c'est deux mots que je devrais utiliser, c'est ceux-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une sorte de vie, j'oserais dire, classique, et puis d'un coup, tout s'arrête. C'est comme ça que j'ai vécu les choses, et c'est comme ça, je pense, que beaucoup de personnes l'ont vécu. Et une fois qu'on est sorti un petit peu de l'état de sidération, on s'est dit, OK, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on trouve une façon de pouvoir continuer de travailler. Et la première semaine, je m'en souviens comme si c'était hier, la première semaine chez nous, ça a été finalement l'organisation du télétravail. On s'est rendu compte dans notre établissement que le VPN ne supportait pas des centaines de connexions simultanées, que tout le monde n'avait pas son ordinateur de près. Et donc, en fait, en gros, c'est un isolement, j'oserais dire, non pas intellectuel, mais informationnel, en fait. Et la soudaineté de passer de quelque chose qui est de l'ordre, j'oserais dire, d'une sorte de spontanéité, d'empathie informationnelle à une rigueur et une froideur numérique. Le grand défi, c'est de la mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'a pas été conscient du besoin d'information que tout individu, et je pense dans mon établissement, que tout individu souhaitait avoir. Avec toutes les incertitudes sur, par exemple, la mise en place de la télémédecine, les incertitudes sur, d'un autre côté, la protection des personnels. Il faut tout de même ne pas oublier que, effectivement, au départ, on pensait tous que c'était une grippette. Ça ne l'était pas. Et derrière, tout le monde dans sa tranche d'âge a compris qu'il était possiblement concerné parce qu'il avait telle ou telle comorbidité. Et donc, manifestement, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est invulnérable. Hein. Et donc, beaucoup se sont posé des questions et il y a une forme de stress qui s'est créée. L'information, on l'avait par le national, on l'avait pour les VIP par l'ARS et j'oserais dire, la plus grande majorité des gens, par les informations, c'est tout. Même pour un professionnel de santé impliqué dans mon établissement, il a fallu un certain nombre de jours, pour ne pas dire de semaines, pour que la systémie de l'information commence à être créée. Parce que pour l'instant, quand la crise est partie, il n'y avait pas du tout de systémie de l'information. Il y avait un sens unique de transmission d'informations, donc plein de petites fourmis qui recueillent, qui consolident, sans trop savoir si c'est exact ou pas, et qui font remonter parce qu'on a besoin de l'information tous les jours à 18h ou je ne sais trop quoi. Donc, certains établissements ont vu leur dîme impliquée dans le système civique. Personnellement, je ne suis toujours pas reconnu par l'ARS comme pouvant m'impliquer. Il y a eu, entre guillemets, 3 phases. La première phase de sidération, donc je pense que le système d'information qui a été mis en place était un système d'information d'aspiration à la paille. Et donc, le but du jeu était de faire remonter à différents niveaux décisionnels, local, régional, national, un certain nombre d'indicateurs. Là-dessus, en tout, il fallait trouver des petites mains qui récupèrent de l'information. C'était essentiellement donc, le nombre, l'occupation des lits, etc. Après, on s'est dit, d'accord, mais l'activité de l'établissement, il faut qu'elle continue à être codée. Si je prends l'exemple de mon service,
Et donc, ce codage, on a eu les consignes de la TIH, et donc ce codage, on a décidé de le faire en temps réel le plus possible. Le faire en temps réel, supposer qu'on ait deux informations. La première, c'est effectivement le fait que le patient a été retrouvé positif au tout début, hein, je parle bien au tout début. Et la deuxième, que l'on puisse trouver dans le dossier patient informatisé de quoi coder les comorbidités, etc. Donc ça, c'est une réflexion en interne. Cette réflexion en interne, on a essayé de la mettre en œuvre. On a été dans le circuit de la biologie que 3 semaines après le début. Donc le début commence le 27 février. Donc 3 semaines après, simplement, on recevait les informations tous les matins de la biologie des 24 dernières heures. Et il se trouve que le prestataire de notre système d'information avait créé un formulaire sur la base du dossier proposé par Santé publique France. Et donc, il suffisait, je dis bien il suffisait, le questionnaire étant validé et monté en interne, il suffisait de le déployer. Et bien là, on a été confronté à différents niveaux de réflexion. Et après, une fois que ça s'est fait, malheureusement, on avait commencé avec des équipes qui avaient tant créé leurs propres fichiers Excel, etc. Parce que vous imaginez bien que tout le monde avait des vues sur le traitement de l'information a posteriori. Et donc, le pli était pris. Hein, les formulaires qui avaient été faits à l'arrache par les services ne correspondaient pas forcément au modèle national. Et puis, pour pouvoir aider au déploiement de ce modèle national, bien là, on n'avait plus personne parce qu'en définitive, les gens étaient sur site et appréciaient mal le fait de devoir être formés à remplir un nouveau dossier. Et puis, manifestement, les gens disposés à le faire continuaient d'être disposés, mais sans public, donc sans pouvoir véritablement bien comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, on a vécu quelque part la nécessité du temps réel du système d'information clinique, et on l'a vécu parce que on nous a demandé en fait de produire tous les jours, et qu'on continue de le produire, un tableau de bord qui passe forcément par l'analyse des données médico-administratives. Mais jusqu'à présent, ce temps réel, on ne l'avait jamais dans les établissements. C'est difficile de mesurer cela, tout simplement parce que derrière, on est parti sur une logique de recueil, de mise en forme, en fait, et de livraison d'une information. C'était un peu imposé. On n'a pas demandé à dire « Ah ben tiens, on vous envoie tel indicateur et pas un autre, etc. » Donc, on s'est retrouvé devant, comment dirais-je, la nécessité de faire en sorte que les services cliniques remplissent de l'information au fur et à mesure et en temps réel, chose qui n'est jamais le cas, sauf pour des prescriptions, mais certainement pas pour du codage de dossiers. Et la deuxième chose, c'est de produire de l'information dont on peut penser qu'elle sert d'un point de vue stratégique, mais j'avoue que je ne me suis pas posé cette question de savoir si elle servait ou pas, le but du jeu étant quand même de la faire remonter. Et donc, j'étais plutôt dans le sens, entre guillemets, plutôt de l'efficience du dispositif que de son utilité. Même si dans l'efficience, on peut dire qu'il y a un peu d'utilité. Alors peut-être d'efficacité. Je ne peux pas être à la place de mes collègues cliniciens. Je pense que tout le monde a eu vraisemblablement la même approche. Donc, on avait déjà une idée de la façon dont les patients allaient se présenter. Simplement, je crois que les équipes ont été submergées par la rapidité aussi de la survenue des états complexes et compliqués, et donc la mise en œuvre de traitements symptomatiques.
Après, rapidement, je pense que les collègues se sont posé la question des causes, comment dirais-je, des comorbidités associées. Et là, il était important, je pense, et je crois que c'est ce qu'on a vécu, que tous les grands éditeurs mettent à disposition des études dont les premiers résultats allaient dans telle ou telle direction, avec toute la difficulté. C'est peut-être pas tant ne pas avoir accès à l'information que de savoir la digérer et de savoir si le protocole, si la façon d'analyser les choses était pertinente et relevait bien d'un cadre méthodologique susceptible de pouvoir accorder un niveau de preuve à ce qui était proposé. Je crois que le problème, il n'est pas de dire qu'on a fait face brutalement à une augmentation de la connaissance, mais il y a eu pas mal de sites qui se sont proposés à faire des revues en temps réel de la littérature qui sortait dans la langue de chaque pays, etc. Et puis surtout à s'attacher, pas aux critiques, mais en tout cas à l'analyse méthodologique, à la faiblesse de telle ou telle étude, etc., de façon à permettre aux cliniciens, et ils sont jamais seuls dans une équipe, aux cliniciens comment dirais-je, se faire son jugement. Donc le système classique de production des recommandations, là pour le coup, ça ne marchait pas. Et justement, le fait de voir cette information circuler, je pense que ça a été une grande aide pour l'ensemble des cliniciens du monde entier. Maintenant, je n'ai pas vu d'outil qui, finalement, allait traiter les abstracts pour en tirer, j'oserais dire, une sorte de méta-analyse systématique numérique, par exemple. Ça, je ne l'ai pas vu. Peut-être que ça a été mis en place, mais en tout cas, j'en ai pas connaissance. Mais en tout cas, c'est typiquement ce qui est important, c'est-à-dire de regarder, si je prends tout ce qui est d'hydroxychloroquine, puisque ça a fait suffisamment parler d'elle, eh bien, là, on découvre qu'il y a eu quand même pas mal d'études de fait. Simplement, on prend chaque article les uns après les autres, alors qu'on pourrait imaginer qu'à l'ère du numérique dans lequel on est, on puisse avoir un traitement automatique de ces abstracts pour nous aider à avoir, au lieu d'avoir 10 fois 5 pages à lire, eh bien, c'est 10 lignes fois 5 colonnes. Personnellement, les seules choses que j'ai pu constater sont effectivement les envois réguliers. Le seul souci, en fait, là-dedans, c'est que si on arrive à avoir des outils qui nous fassent la synthèse d'une connaissance internationale, le problème, après, il revient au niveau de chaque individu par rapport à sa propre masse d'informations. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a des anti-spams qui nous évitent d'être pollués par des messages qui ne nous intéressent pas, eh bien, nos outils personnels ne nous permettent pas de trier l'information. Et j'oserais dire que là-dessus, malheureusement, hein, on a des entreprises qui arrivent à avoir des algorithmes qui traitent tel ou tel mail. Eh bien, je serais très heureux de disposer de cela, en fait, en temps réel dans les mails professionnels, parce que, en fait, nos plateformes personnelles sont embolisées par plein de messages. Et donc, quand vous en avez 200 par jour, vous n'avez qu'une demi-heure à consacrer, et puis surtout, en fait, consacrer une analyse de sa propre, j'oserais dire, littérature, celle qu'on reçoit, faire le tri de ce qui est important ou pas, et je m'aperçois que là, il y a un déséquilibre entre une logique industrielle qui doit exister, hein, et puis une logique personnelle qui nous affaiblit en définitive, parce qu'une fois qu'on a un mail, il faut y répondre. Donc, c'est tout un environnement. Je crois que là, ce que le Covid a permis de mettre en évidence, c'est non pas l'inopérabilité technique, je crois que ça marche très bien. En fait, ça fait maintenant plus de 2 mois, pourtant moi qui me considérais comme habitué au numérique, j'ai découvert plein de choses, donc c'est très bien.
j'ai aussi découvert une forme de lassitude. Et je dois vous avouer que les 15 premiers jours, c'était du 12 heures par jour non-stop, sans pause respiratoire, j'oserais dire, sans mauvais jeu de mots. Et donc là, nécessairement, une aide de la part de nos outils embarqués dans nos stations de travail perso pour nous aider à être plus efficients. Donc en définitive, ce n'est pas le manque d'information, quelque part, c'est toujours le même problème, c'est une quantité mise à disposition, donc à partir de là, il n'y a aucun souci, mais derrière, une lecture intelligente. Donc c'est ce que je disais, une lecture de votre côté, une lecture intelligente des abstracts, et de mon côté, une lecture intelligente, j'oserais dire, des objets et du contenu du message, de façon à faire le tri. Il y a tel truc à lire en urgence, tel truc à lire avec une urgence modérée, et tel truc à remettre à la fin de la semaine. Et ça, ça n'existe pas, ou alors je suis très mauvais utilisateur, j'en doute pas, hein, certainement, mais ça n'existe pas et ça serait d'une aide, je vais dire, incommensurable. Il y a le système d'information clinique, il y a le système d'information décisionnelle, au milieu il y a l'entrepôt de données avec toutes ces subtilités en lien avec la gestion de la connaissance et des classifications, et ça c'est extrêmement important. La valeur de l'information qui est recueillie, elle ne se monnaie pas simplement en T2A, elle se monnaie aussi en sécurité d'une population, et c'est parce qu'on est informé que derrière, on va pouvoir décider. Et donc, c'est le constat, hein. J'ai eu assez de travail à faire, donc je ne me plains pas, mais je constate quelque part que celui qui a besoin d'informations pour décider n'est pas forcément, ne connaît pas forcément les rouages de ce qu'il a mis en place dans l'établissement. Le chirurgien, quand il opère, eh bien, il opère avec un protocole, et derrière, tous les rouages et les responsabilités sont connus. Dans nos établissements, ce n'est pas forcément le cas.